Et salut les amis, c'est reparti pour un fil d'actualité. Ça vient de tomber, l'ONU met en garde. L'intelligence artificielle pourrait utiliser bientôt plus d'eau que ce dont le monde a besoin. Comme tu peux le voir, d'ici 2030, la consommation d'électricité des data centers, donc en outre ce qui alimente l'IA, pourrait dans un premier temps atteindre 945 TWh, soit presque le double d'aujourd'hui. Et l'eau utilisée pour produire cette électricité, plus le refroidissement des serveurs, serait d'environ 9,3 billions de litres, ce qui correspond aux besoins domestiques de base annuels de 1,3 milliard de personnes en Afrique subsaharienne. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, l'eau est utilisée pour le refroidissement des serveurs, car ces serveurs chauffent énormément, mais elle est aussi utilisée pour produire de l'électricité, et elle est donc indispensable au système de l'intelligence artificielle. Mais certains analystes sont perplexes et apportent des nuances, car d'autres secteurs consomment bien plus d'eau globalement que l'intelligence artificielle, notamment l'agriculture et l'élevage. Mais comme tu peux le voir, l'IA se développe, notamment aux États-Unis et en Europe, et ça pourrait créer des tensions locales sur les ressources. En attendant, bien évidemment, je serais curieuse d'avoir ton avis, alors n'hésite pas à me le dire en. C'est vrai qu'il faudrait vraiment régler ce problème de l'eau quand même, parce qu'on peut pas prioriser l'IA aux humains. C'est pas méchant contre l'IA, mais c'est que on en a besoin aussi de l'eau et je trouve que c'est pas assez justifié. Il devrait trouver des solutions pour utiliser moins d'eau. Petit tuto au cas où on deviendrait un jour un gouvernement de surveillance de masse avec, au hasard par exemple, des outils comme Chat Control, que potentiellement on dérive sur le fait que des applications ne seraient plus acceptées en France ou téléchargeables en France parce que les entreprises étrangères ne se plieraient pas à nos règles. Je vais vous montrer une astuce ici sur comment contourner ça, comment continuer d'y accéder. Ça peut servir même si vous êtes dans un autre pays où il y a ce genre de problème. Et bien sûr, tout ça est hypothétique. Alors d'abord, je vais vous expliquer comment il bloque ça, ou comment il pourrait bloquer ça. Donc voilà, ton fournisseur d'accès, quand il va avoir une certaine adresse, par exemple Telegram qui serait, imaginons, interdit, ou qui partirait du marché français parce que ne veut pas se plier aux règles, et ben tu pourrais plus y avoir accès. Bien sûr, vous avez les VPN, mais imaginons que ça aussi ça ne fonctionne pas. Voici ce que vous pourriez faire. Donc en premier, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un VPS. C'est un ordinateur qui est situé dans un autre pays, donc vous louez un ordinateur situé physiquement dans un autre pays, ici situé dans un pays où Internet est libre. Et ensuite, on va installer dessus V2Ray. Donc ça va être totalement différent d'un VPN. On va pas juste changer votre adresse IP. Ce que ça va permettre, c'est que ça va camoufler ton trafic, ça va totalement le changer. Donc imaginons, tu vas aller sur Telegram, sauf que Telegram est interdit. Quand tu cliques sur Telegram, il va transformer le Telegram en un autre nom de domaine. Il va faire croire à ceux qui te surveillent que tu es sur un autre site. Il va changer par exemple Telegram en apple.fr. Voilà, donc c'est plus simple que vous ne le pensez. Donc enregistrez bien cette vidéo parce que je vous ai mis toutes les étapes en détail en description pour arriver à faire ça. En vrai, ça peut avoir un petit côté pratique, puisque c'est vrai qu'avec toutes les restrictions qu'ils ont envie de mettre, des fois d'avoir des petites astuces, ça peut être pratique. Ce que nous venons de découvrir est complètement fou dans la politique française, c'est littéralement du jamais vu. L'horrible personne et politique Gabriel Attal s'est tout simplement vu offert un diplôme sur mesure par Sciences Po après avoir redoublé et échoué son master en affaires publiques. C'est l'avocat Juan Branco qui nous révèle tout ça dans un tweet qui dépasse maintenant les 3 millions de vues. Alors en fait, au lieu de valider normalement ses examens, l'administration lui a accordé des aménagements exceptionnels, un simple mémoire, un module d'e-learning et une certification sans réel contrôle. Il faut savoir que Gabriel Attal était entré à Sciences Po en 2007, il n'avait aucune expérience professionnelle à part un stage où il avait été pistonné. Il a donc par la suite été propulsé conseiller ministériel à seulement 22 ans grâce à ses réseaux. À 23 ans, il gagnait déjà plus de 6 000 € par mois. Et aujourd'hui, à 37 ans, il est candidat à l'élection présidentielle après avoir fait partie du gouvernement d'Emmanuel Macron en tant que ministre de l'Éducation où c'était un pur désastre. Grâce à Juan Branco, on se rend compte une fois de plus que nos politiciens sont tout simplement propulsés, que ce sont des pions mis en place par le système. Gabriel Attal ne fait pas l'exception. Pour quelqu'un qui se dit différent d'Emmanuel Macron, c'est quand même assez marrant. De toute façon, il y a une chose très simple à comprendre pour les candidats de l'élection présidentielle de 2027. Si vous voyez que ces personnes sont invitées constamment par des plateaux télé, des médias qui eux-mêmes ne révèlent pas ce genre d'informations comme vient de le faire cet avocat, eh bien vous pouvez être sûr qu'ils sont tous dans le coup et que ces personnes-là ne vont absolument rien changer au système car ils en font partie. En vrai, je me dis, quand on regarde un petit peu, tous ceux de leur groupe, on dirait qu'ils ont tous, ils ont pas de diplôme, ils ont pas fait les choses qu'il y avait à faire, tout ça. C'est, quand on regarde un petit peu, ça fait bader, hein. Imagine que depuis le départ, on nous ment. Que depuis le départ, les miroirs ne reflètent pas exactement nos reflets. Donc ça veut dire que ce que tu vois, eh bien au final, c'est pas toi. C'est plutôt quelque chose qui va se faire passer pour toi, mais dans une autre dimension, qui va reproduire exactement chacun de tes gestes. Même endroit, même moment. Mais tu ne pourras jamais interagir avec cette personne. Pas parce qu'elle de son côté, elle ne veut pas.
Mais simplement parce que physiquement c'est clairement impossible. Sauf que t'as déjà eu cette sensation un petit peu bizarre quand tu fixes un miroir trop longtemps. Ce moment précis où ton reflet commence à te sembler légèrement différent. Comme si même il te regardait un petit peu trop intensément. Eh bien ce serait exactement ce moment-là. Celui où la chose de l'autre côté essaye de passer. Et ce qui va l'empêcher à chaque fois, c'est toi. Sans même le savoir. Parce que tu vas commencer à flipper. Tu vas commencer à détourner les yeux et du coup tu vas rompre tout contact avec elle. Et c'est là qu'elle va rester bloquée de l'autre côté. Mais la vraie question c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait passer de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a ici qu'elle n'a pas là-bas? Et surtout, la prochaine fois que tu te regardes dans un miroir, est-ce que tu vas vraiment réussir à ne pas le fixer trop longtemps? En vrai, je me demande, il y en a combien d'entre vous qui ont déjà eu ces sensations, qui sont déjà regardés dans le miroir un peu trop longtemps? C'est vrai que c'est assez intéressant. Cette vidéo me choque. On peut dire les choses dans le sens qu'on veut. On peut les répéter sur tous les tons. C'est pas pour ça qu'elles sont vraies. Israël n'est pas responsable d'une famine à Gaza. Sauf que là, c'est pas une question d'opinion, c'est une question de faits. Et les faits disent l'inverse. BHL, c'est l'un des intellectuels les plus médiatisés. Mais ce n'est pas la première fois qu'il s'en mêle les pinceaux sur des conflits. Sauf que cette fois, ce n'est pas un débat d'idées. C'est une question de survie humaine. Alors, on confronte ces mots à la réalité. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une propagande. L'ONU, l'OMS et le système IPC, la référence mondiale pour mesurer la faim, l'ont confirmé. Il y a la famine à Gaza. Plus de 500 000 personnes sont déjà dedans. Les experts parlent d'une extension inévitable vers le sud. Donc, quand quelqu'un dit il n'y a pas de famine, il nie un constat officiel, documenté, validé par la communauté internationale. Avant la guerre, Gaza recevait 500 à 600 camions par jour. C'était le minimum vital. Aujourd'hui, souvent à peine 200, parfois moins. Et qui contrôle les frontières? Israël contrôle l'espace aérien, maritime et la majorité des points terrestres. L'Égypte contrôle Rafah, mais ce passage est presque fermé en permanence depuis mai 2024. Résultat, les convois sont filtrés, ralentis, fouillés. Des biens essentiels sont interdits. Attention, le vrai problème n'est pas le détournement de l'aide. Ça, c'est marginal. Le vrai problème, c'est son empêchement d'entrée. Les grandes ONG disent toutes la même chose. Amnesty. Israël provoque délibérément la famine. Human Rights Watch, la famine est utilisée comme arme de guerre. Médecins sans frontières parle de famine de masse et exige tous les passages terrestres. Oxfam documente des blocages systématiques et le refus d'items vitaux. Et les experts de l'ONU dénoncent privation de nourriture et d'eau comme arme de guerre. En droit international, c'est très clair. Affamer une population civile, c'est un crime de guerre. Le statut de Rome dit noir sur blanc, la résolution 2417 du Conseil de sécurité interdit l'usage de la famine comme arme. La CIG a même parlé d'un risque plausible de génocide. Le mot est lâché. Ce n'est pas une insulte, c'est une qualification juridique sérieuse. Donc dire que Israël n'est pas responsable, c'est nier des faits prouvés. C'est nier le droit international. C'est nier les morts qui s'accumulent. Pendant qu'on discute sur des plateaux télé à Gaza, les enfants meurent de faim. Pas par hasard, parce qu'un blocus et des blocages délibérés les affament. C'est en train de se dérouler sous nos yeux au XXIe siècle. On peut jouer avec les mots, mais pas avec les ventres vides. On peut avoir des opinions, mais pas sur l'existence de la famine. Ceux qui nient cette réalité portent une responsabilité morale énorme. Quand on regarde quand même, c'est vraiment un truc de fou en vrai. Je comprends même pas comment on peut laisser faire ça en vrai. C'est les gens dans la famille, tout ça, c'est horrible en vrai. Au début, personne ne me croyait quand je parlais des bienfaits de ma gourde en cuivre. Et pourtant, aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. J'adore le fait qu'elle soit fabriquée à la main, sans revêtement, sans produits chimiques. Juste du cuivre pur, un matériau utilisé depuis des siècles. L'eau a un goût différent, plus fraîche, plus douce, plus vivante. Au départ, je voulais simplement remplacer mes bouteilles en plastique. Puis j'ai découvert que le cuivre pouvait naturellement aider à purifier l'eau grâce à ses propriétés antimicrobiennes. Mais honnêtement, plus je l'utilise, plus je réalise que les effets vont bien au-delà de l'eau. Le cuivre est un minéral essentiel pour le corps. Il participe notamment à la production naturelle de collagène, contribue à protéger les cellules grâce à ses propriétés antioxydantes et aide au bon fonctionnement de l'organisme. Et ce petit changement dans mon quotidien a fini par faire une vraie différence. Je bois davantage, je me sens mieux. Et surtout, j'ai enfin l'impression de revenir à quelque chose de plus simple, plus sain, plus naturel. Le cuivre est utilisé depuis des générations dans différentes traditions à travers le monde. Ce n'est pas une mode, c'est un retour à l'essentiel. Aujourd'hui, ma gourde en cuivre fait partie de ma routine quotidienne. Bien plus qu'une gourde, un véritable objet bien-être. En vrai, c'est vrai que souvent je pense aux colliers, aux médaillons, aux bracelets, tout ça, mais c'est vrai que je pense pas souvent aux gourdes de cuivre et je trouve que c'est peut-être pas une mauvaise idée en vrai. Maintenant, les gros riches veulent s'attaquer à l'aloe vera en y disant que c'est pas bon et que c'est très dangereux. Attention, caca.
On parle d'une plante qui, selon certains chercheurs disparus, pourrait rendre une partie de l'industrie médicale complètement obsolète. C'est exactement pour ça qu'ils essaient de plus en plus de faire passer l'aloe vera pour une plante dangereuse. Vers les années 80-90, des études ont montré que l'aloe vera n'était pas bonne seulement pour la peau, mais bien plus que ça. Consommée correctement, elle contient de l'acémanane. C'est une molécule qui boosterait le système immunitaire au point de s'attaquer à des cellules que le corps n'arrive habituellement pas à détruire. Il y a une théorie qui dit que l'aloe vera agit comme un décodeur pour ton système immunitaire. Elle permet à tes globules blancs de voir ce qui est normalement invisible. Imaginez l'impact sur les maladies chroniques. C'est là que le Big Pharma n'est pas content. Récemment, vous avez peut-être vu passer des infos disant que l'aloe vera est cancérigène. La vérité est que les études qui disent ça utilisent la plante entière, y compris l'aloïne, qui est la sève jaune, qui est effectivement irritante. Mais en isolant le gel pur, on a un remède ultra puissant. Alors pourquoi l'industrie ne fait-elle pas la distinction ? Eh bien tout simplement car on ne peut pas breveter une plante qui pousse dans ton jardin. Si tu peux te soigner avec une feuille à 2 €, alors l'industrie perd des milliards. Alors, on crée la peur. L'aloe vera, c'est 99% d'eau, mais pas n'importe laquelle. C'est de l'eau structurée par la plante. Ce qui veut dire que c'est l'hydratation ultime au niveau cellulaire. En boire, ce n'est pas juste s'hydrater, mais reprogrammer la conductivité électrique de ton corps. Les anciens Égyptiens l'appelaient la plante de l'immortalité. Ils savaient ce que nous avons oublié. La prochaine fois que tu verras un produit à l'aloe vera, regarde bien la liste des ingrédients. S'il y a plus de conservateurs que de plantes, c'est qu'ils ont déjà gagné. C'est vrai que je vois pas pourquoi l'aloe vera, ça serait mauvais. En vrai, je pense que c'est quand même une bonne chose. Et elle a pas tort en disant que s'ils enlèvent la plante, après, ils pourront vendre leur crème, tout ça. C'est grave ce qui arrive en Albanie, et les médias français ne vous en parlent pas. Ça se passe à Sazan, c'est une petite île albanaise sur l'Adriatique. C'était une ancienne base militaire secrète de l'époque communiste. Et aujourd'hui, Jared Kushner, le mari d'Ivanka Trump, la fille de Trump, est en train d'y mener un projet via sa société Affinity Partners. C'est un projet à 4 milliards de dollars où il veut y construire un resort de luxe avec 10 000 chambres d'hôtel, des villas de luxe, des piscines à débordement. Le deal, il a été fait avec le gouvernement albanais dans une transparence minimale parce que ni les élus ni les citoyens n'ont été consultés. Le Premier ministre Rama, il a modifié les règles de protection côtière en 2024 pour que ce type de projet soit possible. Parce qu'on est dans une zone protégée, classée, en raison de la richesse de sa biodiversité. Et ce qui est important, c'est que Affinity Partners, elle ne roule pas avec des fonds américains en majorité. Ce sont surtout des fonds souverains des pays du Golfe. Et l'ADN de cette société, c'est de faire le pont entre ses capitaux et Israël. Kushner, au niveau diplomatique, il s'était occupé des accords d'Abraham. Et maintenant, il fait ça comme investisseur privé. Et d'ailleurs, l'Albanie a signé des contrats d'armement avec Israël. Sauf que les Albanais ne sont pas contents. Ça fait 2 jours qu'ils manifestent à Tirana, par exemple, avec les banderoles Albania is not for sale. Sur les falaises, des manifestants ont été brutalisés par des vigiles. Et le Premier ministre a déclaré qu'il voulait que le projet aille bien à son terme. Donc ce qu'il se passe en Albanie en ce moment, ce n'est pas rien, c'est grave, c'est un condensé des problèmes du monde d'aujourd'hui. D'abord, il y a la vision impérialiste et coloniale des choses. Ivanka Trump a expliqué son projet d'hôtel en disant qu'elle avait marché pieds nus là-bas et qu'elle s'était baignée. Elle est là la vision coloniale, il suffit qu'il y ait des gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, qui se plaisent dans un endroit, et bien quoi, ils peuvent l'acheter, ils peuvent l'aménager comme ils veulent, au mépris de toutes les réalités environnementales et des populations locales. Et on voit là aussi les problèmes liés au capitalisme et aux États. Il y a là une confusion entre les intérêts privés, ceux de la famille Trump, et le pouvoir de l'État. Non, les Albanais doivent vraiment continuer à se mobiliser. C'est vrai que je comprends qu'ils ont pas envie, si c'est une zone protégée, tout ça, et puis qu'ils ont envie de faire des hôtels. En vrai, ils devraient pas avoir le droit. C'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont tous les pouvoirs, en vrai. Les Américains accusent Israël d'utiliser du phosphore blanc sur les civils au Liban et également d'espionner les hauts fonctionnaires à Washington. Les Américains en ont-ils marre d'être colonisés eux-mêmes? En effet, mes amis, vous le voyez derrière moi, les usages de phosphore blanc qui détruisent la nature pour des générations et des générations et qui ensuite dans l'agriculture transmettent des maladies aux enfants. Voilà l'objectif d'Israël et maintenant ce sont les États-Unis qui le dénoncent. Quel ne fut pas mon étonnement en voyant un article du New York Times, mes amis, en disant « Nous avons la preuve que Israël utilise du phosphore blanc contre des populations civiles et ça s'appelle un écocide. » Et ils ont tout à fait raison. Ce qui m'a encore le plus étonné, mes amis, c'est de voir que le Pentagone, c'est-à-dire le ministère de la Défense aux États-Unis, a relevé le risque de espionnage israélien sur le territoire américain. Pourquoi? Parce que les relations entre Tel Aviv et Washington ne sont pas au beau fixe. Je vous rappelle que cette semaine, Donald Trump a injurié Benjamin Netanyahu en lui disant « Tu es totalement dingue » et c'est pour ça que tout le monde déteste Israël. Alors,
Peut-être qu'aux États-Unis, il y a une petite frange de cette droite radicale qui se rend compte qu'ils sont colonisés par Israël et ça leur plaît pas trop. Bon courage à ceux qui vont survivre. C'est vrai que là, ça pourrait se retourner contre eux, parce que même si les Américains ils commencent à s'y mettre, en vrai, là, ils auront plus de soutien, donc je vois pas trop comment ils pourraient faire. Ah, les choses pourraient se retourner contre eux, hein. On verra. Tu te souviens quand des étudiants d'Harvard avaient branché une intelligence artificielle de reconnaissance faciale à leurs lunettes Meta? Meta a trouvé que c'est une très bonne idée, ils veulent en faire une fonctionnalité officielle. Ça va s'appeler le name tag et ça permettra d'identifier en temps réel les gens que tu vois dans la rue, leur nom, profil Instagram ou toutes autres infos qu'ils ont décidé de laisser publiques. Pour rappel, les Ray-Ban c'est déjà 7 millions de paires vendues en 2025 et tous les modèles peuvent être détournés pour identifier des inconnus dans la rue. Le problème est déjà là. Évidemment, il y a des cas légitimes et il faut en parler. Malvoyants, personnes disparues, et ça fonctionne quand les deux personnes sont d'accord. NameTag n'a pas du tout prévu de demander l'avis aux passants. Qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que tu penses que c'est Meta qu'il faudrait surveiller ou ceux qui ont choisi de ne pas l'en empêcher? Je m'appelle Ninon, je décrypte l'intelligence artificielle et t'aide à mieux l'utiliser. N'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. Après, c'est vrai que je trouve que c'est pas la meilleure, enfin, en soi, c'est pas la meilleure idée parce qu'on filme les gens à leur insu, on connaît leur identité avant. Enfin, naturellement, ça devrait pas être comme ça, ça devrait pas se passer comme ça. Personne ne l'a vu venir. Les géants de l'IA sont-ils au bord de la chute? Personne ne l'a vu venir. En tout cas, pour être légèrement plus précise, personne d'assez connu pour se faire entendre sur les réseaux sociaux n'a vu venir le truc, oui, effectivement. Il y a tellement de créateurs de contenu qui avertissent depuis un certain temps sur ça, mais personne écoute parce que les pseudo-experts de l'intelligence artificielle vous disent de créer des agents à tout va, que ça va aller super vite, super bien, super performant et à moindre coût. Très paradoxal de dire ça pour quelqu'un qui ne maîtrise absolument pas le dev et donc, de facto, ne maîtrise pas les coûts. Mais c'est pourtant les voix que vous avez écoutées ces 4 dernières années. Mais de dire que personne ne l'a vu venir, c'est juste que vous avez décidé de donner de la voix et de la puissance à des personnes qui ne disent pas la réalité, qui mettent en avant l'intelligence artificielle parce que leur rôle c'est de promouvoir l'IA. Parce que oui, il y a des milliards en jeu, ils n'étaient pas neutres. Et aujourd'hui, quand j'entends avec stupeur que personne ne l'a vu venir, j'explose de rire et je pense qu'il y a beaucoup de monde actuellement en silence qui explose de rire. Après, c'est vrai que on aurait pu voir les choses venir un petit peu quand même quand on regarde. Il y en a peut-être pas écouté forcément les meilleurs gens. Est-ce que je suis le seul à trouver ça vraiment étrange? Vous avez vu ce que Donald Trump est en train de faire construire pour le 14 juin? Parce que quand j'ai vu les images, j'ai immédiatement pensé à autre chose. Regardez bien. D'un côté, il y a cette immense structure qui est en cours de construction, et de l'autre, il y a le portail qu'on voit dans le film Stargate. Sérieusement, ils se ressemblent énormément, on dirait presque la même chose. Et c'est là que certains commencent à se poser des questions, parce que dans l'univers de Stargate, ce portail est censé permettre de voyager entre différents mondes. Alors forcément, quand les gens voient une structure qui lui ressemble autant dans la réalité, les théories ne tardent pas à apparaître. Certains pensent que ce n'est qu'un simple décor, et d'autres y voient un symbole volontaire. Et puis il y a ceux qui vont encore plus loin. Selon certaines théories qui circulent depuis des années, les portails seraient des passages permettant à des entités, ou à des êtres venus d'ailleurs, d'accéder à notre monde. Attention, je précise, ce sont uniquement des théories et aucune preuve ne permet de confirmer ce genre d'affirmation. Mais ce qui intrigue encore plus certains internautes, c'est le contexte. Cette structure serait en train d'être construite pour un événement de l'UFC. Et dans certaines croyances ou théories du complot, on entend souvent que certaines entités auraient besoin d'énergie humaine, d'émotions fortes, ou de grands rassemblements pour se manifester. Alors, quand on rassemble tous ces éléments, certains trouvent la coïncidence un peu trop parfaite. Une structure qui ressemble à Stargate, un événement géant. Des milliers de personnes réunies au même endroit, et une quantité énorme de symbolisme. Encore une fois, rien ne prouve qu'il s'agit d'autre chose qu'une simple construction destinée à un spectacle, mais avouez quand même que la ressemblance est assez troublante. Et vous pensez que c'est juste une coïncidence, ou est-ce que tout cela vous paraît un peu bizarre? Dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est vrai que je trouve ça un peu curieux quand même en vrai de vrai. Je me demande pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils sont autant sur les extraterrestres, les voyages dans le temps, tout ça en ce moment. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.